Par un après-midi gris de novembre 2006, dans le cadre raffiné de l'hôtel Millennium de Londres, un rituel apparemment anodin s'est déroulé. 3 hommes se sont réunis pour prendre le thé au Pine Bar. Un observateur occasionnel aurait pu considérer cela comme une simple réunion d'affaires ou peut-être de vieux amis qui se retrouvent. Juste derrière le tintement de la porcelaine et la conversation polie, quelque chose de bien plus sinistre était en marche. Les hommes étaient en effet d'anciens collègues, mais la rencontre était loin d'être bénigne. En quelques heures, l'un de ces hommes, Alexandre Litvinenko, serait allongé mourant dans un lit d'hôpital à Londres, un poison mortel circulant dans ses veines. Il passerait ses derniers jours à démêler le mystère de son propre meurtre, pointant un doigt tremblant vers le Kremlin depuis son lit de mort. Ces derniers mots, une accusation directe contre l'homme qu'il croyait avoir ordonné son assassinat. Le parcours de Litvinenko, d'officier du KGB à dissident du service fédéral de sécurité, de serviteur loyal de l'État russe à l'un de ses critiques les plus virulents, s'est déroulé comme s'il avait coulé comme de l'encre sous la plume de John le Carré lui-même. Son histoire est un récit glaçant, d'espionnage, de trahison et de vengeance radioactive. Un avertissement que, dans la Russie de Poutine, il n'existe pas d'exil trop lointain. Alexandre Sacha Litvinenko est né le 4 décembre 1962 dans la ville industrielle russe de Voronej, qui faisait alors partie de l'Union soviétique. C'était une période de relative stabilité en Union soviétique sous Nikita Khrouchtchev, lorsque les pires excès du stalinisme s'étaient atténués, même si les structures rigides du système soviétique restaient fermement en place. Les parents d'Alexandre étaient Walter et Svetlana, mais sa famille a été brisée après la séparation et le divorce de ses parents, alors qu'il était encore un nourrisson. La fin du mariage de ses parents signifiait qu'il a passé son enfance entre plusieurs villes soviétiques, mais à l'âge de 12 ans, Sacha s'est installé de façon plus permanente chez ses grands-parents à Naltchik. Cette région montagneuse, nichée à l'ombre de la chaîne du Caucase, a exposé le jeune Litvinenko à la mosaïque ethnique complexe de la périphérie soviétique. Son grand-père, un vétéran de ce que les soviétiques appelaient la Grande Guerre patriotique, a inculqué à Litvinenko, dès son plus jeune âge, des notions de patriotisme et de service à l'État. L'adolescence du jeune Alexandre a été façonnée par l'accent mis par le système éducatif soviétique sur la discipline, la condition physique et la conformité idéologique. Il a terminé ses études secondaires en 1980, à l'âge de 17 ans, mais sa première tentative d'obtenir une place à l'université s'est révélée infructueuse. Cet échec académique a réorienté son parcours vers le service militaire. S'inspirant de son grand-père, il s'est engagé dans l'armée soviétique 1 mois avant la date de sa conscription obligatoire. Ainsi, Sacha Litvinenko s'est engagé sur la voie d'une carrière dans les services de sécurité soviétiques puis russes. Entre 1981 et 1985, il a fréquenté une académie militaire spécialisée en Ossétie du Nord. C'est durant sa formation en 1983 qu'il a rencontré et épousé sa première femme, Natalia. La trajectoire professionnelle de Litvinenko a pris un tournant décisif en 1988, lorsqu'il a été transféré dans une division spécialisée du ministère des Affaires intérieures à Moscou. Ce transfert l'a placé au cœur de la sécurité intérieure soviétique à un moment d'une importance historique profonde, alors que l'Union soviétique vacillait au bord de son existence. C'est au ministère des Affaires intérieures que Litvinenko a été repéré et recruté par le KGB, le redoutable comité pour la sécurité de l'État. Sa première affectation était dans le contre-espionnage militaire, travaillant dans un département chargé de surveiller et d'assurer la loyauté au sein des structures militaires soviétiques. Ce poste exigeait un profil psychologique très particulier pour réussir, une vigilance frôlant la suspicion, une attention aux moindres écarts de comportement et un engagement sans faille envers le paradigme de sécurité soviétique. La période de son service au KGB a coïncidé avec la crise terminale du système soviétique. En 1991, le coup d'État manqué d'août contre Mikhaïl Gorbatchev a accéléré la dissolution de l'Union soviétique.
Ce cataclysme institutionnel a nécessité la réorganisation de l'appareil de sécurité soviétique. L'ancien KGB, autrefois monolithique, a été démantelé en novembre 1991 et l'unité de Litvinenko a été intégrée au tout nouveau service fédéral de contre-espionnage qui sera plus tard renommé Service fédéral de sécurité en 1993 et qui existe encore aujourd'hui. Le passage du KGB au service fédéral de sécurité n'était pas qu'un simple changement de nom. Il reflétait la relation complexe de la nouvelle fédération de Russie avec son passé soviétique, s'éloignant de certains aspects tout en préservant les méthodes opérationnelles fondamentales et les réseaux de personnel. En 1991, Litvinenko s'est retrouvé à travailler dans un département dont la mission était de lutter contre le crime organisé, la corruption et le terrorisme. Malgré le succès de sa carrière, le mariage de Litvinenko avec Natalia était en difficulté. En 1993, le couple s'était éloigné et, en juin de cette année-là, Litvinenko avait rencontré sa future seconde épouse, Marina. C'était une professeure de danse de salon qu'il avait rencontrée alors qu'il travaillait sur une affaire en tant qu'officier supérieur du service fédéral de sécurité. Ils ont vite emménagé ensemble et, à l'été 1994, leur premier fils, Anatoly, est né. Alors que Sacha Litvinenko reconstruisait sa vie personnelle, le destin l'a mis sur la route d'un homme qui allait profondément marquer sa carrière professionnelle, un milliardaire controversé dont le nom allait bientôt être associé à la fois au pouvoir et au danger. Né à Moscou en 1946, Boris Berezovsky était un oligarque russe émergent, dont la trajectoire d'Apollomé, d'abord de mathématicien à scientifique gouvernemental, puis à homme d'affaires milliardaire, illustrait la transformation économique chaotique de la Russie post-soviétique. Berezovsky a fait sa première fortune après avoir fondé une concession automobile appelée Logovaz à la fin des années 1980. Il s'est ensuite diversifié dans la télédiffusion, l'aviation et le secteur pétrolier. Dans les années 1990, seule l'influence politique de Berezovsky égalait sa richesse. Opérant depuis son centre névralgique, le club Logovaz à Moscou, il s'est imposé comme l'un des principaux oligarques de cette époque, se retrouvant fermement intégré au cercle rapproché du président Boris Eltsine. L'ascension de Berezovsky vers le pouvoir et l'influence lui a valu de nombreux ennemis, en particulier au sein de l'ancien KGB, qui était en difficulté après son coup d'État raté en 1991. Dans le but de couper l'herbe sous le pied de ses ennemis, Berezovsky a exhorté Eltsine à mettre au pas le nouveau service fédéral de sécurité et à exclure les anciens agents du KGB des hautes fonctions. Mais, comme le dit le proverbe, il vaut mieux garder ses amis près de soi et ses ennemis encore plus près. Le plan de Berezovsky était de placer l'un de ses bons amis à la tête du service fédéral de sécurité qui n'était autre qu'un jeune Vladimir Poutine. La relation entre Berezovsky et Poutine s'était développée au début des années 1980 à Saint-Pétersbourg, lorsque Poutine travaillait pour le maire de la ville et que Berezovsky cherchait à développer son entreprise de concession automobile. Berezovsky a présenté Poutine à l'équipe de Boris Eltsine et a soutenu sa nomination à la tête du service fédéral de sécurité. Il y avait aussi un autre allié potentiel au sein du service fédéral de sécurité avec qui Berezovsky entretenait une relation, Alexandre Litvinenko. Ils se sont rencontrés pour la première fois au début de 1994, lorsque Litvinenko a rendu visite au bureau de Berezovsky dans le cadre d'une enquête sur les activités de son entreprise. Bien que leurs interactions aient pu être brèves, leur destin allait bientôt devenir inextricablement liés. Plus tard, en 1994, Boris Berezovsky a quitté le club Logovaz comme d'habitude dans sa Mercedes-Benz, accompagné de son chauffeur et d'un garde du corps. Soudain, une voiture piégée a explosé, une tentative d'assassinat. Bien que grièvement blessé, Berezovsky a survécu à l'attentat. Son chauffeur a été tué sur le coup, tandis que son garde du corps et 6 passants ont été grièvement blessés. Berezovsky a passé les 2 semaines suivantes à se rétablir en Suisse, où Litvinenko a été rapidement envoyé. Le service fédéral de sécurité a utilisé l'attaque comme prétexte pour enquêter davantage sur les affaires de l'oligarque et surveiller ses activités. Contrairement aux attentes de son patron, Litvinenko et Berezovsky sont rapidement devenus de proches amis. Puis, quelques mois plus tard, en 1995, un présentateur de télévision russe populaire et nouveau directeur général de la première chaîne de télévision russe, Vladislav Litsaev, a été abattu dans la cage d'escalier de son appartement à Moscou lors d'un assassinat présumé.
Les soupçons se sont portés sur Berezovski, qui avait joué un rôle fondamental dans la création d'Obchtchestvo Rossiyskogo Televidenia et la contrôlait effectivement. Lorsque la police de Moscou est arrivée pour arrêter Berezovski, c'est Litvinenko qui est intervenu, menaçant les agents avec son arme et appelant le chef du service fédéral de sécurité, forçant ainsi la police à battre en retraite. Cette intervention spectaculaire valut à Berezovski la gratitude éternelle de ce dernier et scella leur relation. En 1997, Litvinenko a été transféré au département le plus secret du service fédéral de sécurité russe, le département d'analyse des organisations criminelles. Son supérieur était le général-major Evgueni Kokolkov. Litvinenko avait auparavant enquêté sur Kokolkov et avait été consterné par la corruption qu'il avait découverte, y compris des allégations de pots de vin et d'argent de protection reçus de la part de barons de la drogue d'Asie centrale. Les preuves incluses ont révélé que certains hauts responsables de l'Ekwantseuv, URPO, étaient impliqués dans le trafic d'héroïne qui transitait du nord de l'Afghanistan vers l'Europe en passant par la Russie. Litvinenko, de l'extérieur du département, avait pour ordre de surveiller la situation et de signaler toute activité suspecte. Et il y avait effectivement des choses suspectes. L'URPO était une unité secrète au sein du service fédéral de sécurité et était essentiellement une loi à elle seule. Ses bureaux n'étaient pas situés au siège principal du service fédéral de sécurité dans le bâtiment de la Loubianka, mais dans un bâtiment séparé et non identifié. Elle a été créée pour lutter contre le crime organisé. Mais en réalité, sa tâche principale était de mener des opérations spéciales, souvent dans la zone grise de la légalité, ce qui signifiait inévitablement des assassinats commandités par l'État et extrajudiciaires de hauts responsables politiques et de puissants hommes d'affaires. Ses premières missions étaient très similaires à ce qu'il faisait auparavant, enquêter sur des gangs, des policiers corrompus et des ravisseurs, mais les choses ont rapidement pris une tournure plus sinistre. Il a reçu des ordres qui dépassaient la frontière entre l'application de la loi et la criminalité. Cela allait de passer à tabac d'anciens collègues devenus lanceurs d'alerte à l'enlèvement d'hommes d'affaires et à tirer sur leur garde si nécessaire. Il a refusé ces ordres, mais en 1998, il a reçu une directive qui l'a poussé à bout. On lui a ordonné de tuer son bon ami Boris Berezovski, et l'ordre venait directement d'en haut. Berezovski était manifestement devenu trop puissant et s'était brouillé avec ses alliés. On a dit à Litvinenko que Berezovski était le genre de criminel trop riche pour être traduit en justice par des moyens ordinaires. Choqué par les ordres qu'il avait reçus, Litvinenko était désespéré et cherchait quoi faire. En mars 1998, il a retrouvé Berezovski dans sa maison de vacances en Suisse, où il a révélé le complot d'assassinat à son ami. N'étant pas étranger aux menaces de mort et aux tentatives d'assassinat, il a fallu que quelques autres agents sympathisants du service fédéral de sécurité le convainquent que le complot était réel. Suivant les conseils de Berezovski, Litvinenko et ses collègues ont exprimé leurs plaintes au sein des structures de pouvoir. Il a obtenu une audience avec le nouveau directeur du service fédéral de sécurité en Russie. Certains disaient que cet homme était destiné à de plus grandes choses. En juillet 1998, Litvinenko est entré dans le bureau de Poutine, muni d'un dossier impressionnant et d'une liste détaillant les nombreux crimes liés à la drogue et à l'argent de son propre département et organisation. Poutine avait été un ancien agent de niveau intermédiaire du KGB avant d'être soudainement propulsé à un poste de pouvoir immense en tant que directeur du service fédéral de sécurité. Litvinenko pensait avoir trouvé un allié en lui. Après tout, il était le protégé de Berezovski. Pendant 40 minutes, Litvinenko a exposé la laide vérité de la corruption au sein du service fédéral de sécurité, y compris l'ordre choquant d'assassiner Boris Berezovski. Mais la réaction de Poutine n'était pas celle qu'espérait Litvinenko. Le nouveau directeur montrait des signes extérieurs d'inquiétude et d'accord, prenant le dossier de preuves et notant le numéro de Litvinenko avec la promesse de donner suite. Mais Litvinenko a quitté le bureau ce jour-là avec un sentiment de malaise. C'était justifié. Berezovski et Litvinenko s'étaient beau mépris sur la personnalité de Poutine. Poutine était déterminé à redonner au service fédéral de sécurité le pouvoir et l'autorité dont il jouissait à l'apogée de ses jours de gloire du KGB, et il n'allait pas laisser les oligarques et les lanceurs d'alerte se mettre en travers de ce chemin. Après tout, le Poutine était l'un des hommes du service fédéral de sécurité impliqués dans la corruption, remontant à l'époque où il travaillait à la mairie de Saint-Pétersbourg.
Dès qu'il a quitté le siège du service fédéral de sécurité, Poutine a ordonné à son département des affaires internes de se concentrer sur Litvinenko lui-même, lançant une enquête criminelle et une opération de surveillance. Son arme a été confisquée et son salaire a été immédiatement suspendu. Sous le choc, Litvinenko savait que les camps étaient désormais définis et qu'il ne s'agissait plus que d'une question de temps avant qu'il ne soit arrêté ou pire. Il a choisi de révéler publiquement ses découvertes. En novembre 1998, Litvinenko a orchestré ce qui doit être compris comme un acte extraordinaire de défi envers l'institution. Avec plusieurs collègues officiers, Litvinenko a organisé une conférence de presse à Moscou, un forum public délibérément choisi pour maximiser la visibilité et empêcher tout déni. Devant les journalistes réunis, il a systématiquement déconstruit les échecs de la direction du service fédéral de sécurité et a révélé une série de directives illicites qu'il avait reçues, notamment l'ordre d'assassiner Boris Berezovsky. La critique publique qu'il a formulée ce jour-là a été perçue par le service fédéral de sécurité et l'État russe non seulement comme une indiscrétion professionnelle, mais aussi comme un acte frôlant la trahison. La conférence de presse a stratégiquement exploité la visibilité médiatique comme une forme d'assurance personnelle, pariant que l'exposition publique offrirait une certaine protection contre des représailles immédiates. Ce qui a suivi pour Sacha Litvinenko ne peut être décrit que comme un véritable enfer vivant. Il a été immédiatement renvoyé du service fédéral de sécurité, puis, le 25 mars 1999, il a été arrêté par des agents du service fédéral de sécurité et accusé d'abus de pouvoir et d'agression sur un suspect lors d'une opération précédente. Litvinenko a été détenu dans le centre de détention spécialisé du service fédéral de sécurité à Lefortovo, à Moscou. Cette prison, dont l'héritage historique remonte aux purges staliniennes, conservait sa signification psychologique en tant que lieu où les éléments les plus problématiques de l'État étaient traités. Et c'est là qu'il essaie de rester pendant les 8 mois suivants, avant d'être finalement acquitté de toutes les charges par le tribunal militaire de la garnison de Moscou. Alors que Litvinenko pensait que l'état de droit prévalait encore, il fut aussitôt arrêté une seconde fois pour une autre accusation fabriquée, liée à une prétendue mauvaise gestion de suspects. Et le vol de marchandises sur un marché de Moscou lors d'une opération passée. Il a été libéré sous caution à la mi-décembre 1999. Les accusations criminelles ont été abandonnées en 2000. Litvinenko a été libéré après avoir fourni des garanties écrites qu'il ne quitterait pas le pays. Néanmoins, une troisième affaire criminelle a immédiatement été engagée contre lui. Cette fois, il est accusé d'avoir placé des preuves sur un suspect. Son passeport a été confisqué et on lui a dit que son procès se tiendrait à huis clos, à 300 km de Moscou. Poutine était devenu président de la Russie en mars 2000. Avec le pouvoir de son principal adversaire désormais fermement enraciné et croyant qu'il allait être mis à l'écart pour de bon, loin des regards du public, Sacha Litvinenko a décidé qu'il était temps de partir. En septembre 2000, il a décidé de quitter la Russie. Son salaire du service fédéral de sécurité ayant été interrompu plusieurs mois auparavant, il dépendait entièrement du soutien financier de Berezovsky, y compris pour financer sa fuite. Voyageant d'abord en direction de Naltchik, il a bifurqué vers Sotchi sur la mer Noire, embarquant sur un bateau à vapeur à destination d'un port géorgien après avoir soudoyé un garde-frontière pour qu'il ignore la liste d'interdictions de voyager. Une fois en Géorgie, il s'est rendu dans la capitale, Tbilissi, où il a contacté un allié qui l'attendait et qui avait organisé un faux passeport géorgien. La Géorgie restait encore facilement accessible au service fédéral de sécurité, alors Litvinenko s'est rendu en Turquie à bord de l'avion privé de Berezovsky. Pendant ce temps, sa femme Marina et son fils Anatoly se sont rendus en Espagne, officiellement pour des vacances, mais ils ont rapidement rejoint Sacha en Turquie. Litvinenko a demandé l'asile politique à l'ambassade des États-Unis à Ankara, mais les Américains l'ont rejeté. Il a finalement réussi à réserver des billets d'avion pour la Géorgie avec une escale à Londres. Lorsque le 1er novembre 2000, la famille Litvinenko est arrivée dans la zone de transit de l'aéroport Heathrow, Sacha Litvinenko s'est avancé vers le policier le plus proche en déclarant « Je suis un officier du KGB, je demande l'asile politique ». Avec ces mots, il avait rompu définitivement avec son pays d'origine et ce geste l'a transformé de critique interne en dissident extérieur.
Sacha Litvinenko a été interrogé par les agents de l'immigration du ministère de l'Intérieur britannique pendant 8 heures. Une fois tout cela terminé, lui et sa famille ont obtenu une autorisation temporaire d'entrer au Royaume-Uni en attendant le résultat de leur demande d'asile officielle. Ce processus a pris de nombreux mois et ce n'est qu'en mai 2001 que la famille Litvinenko a obtenu l'asile. De retour en Russie, on découvrit rapidement que Sacha et sa famille s'étaient un temps fuis. La poursuite pénale contre lui s'est poursuivie en son absence, le verdict étant bien sûr celui de la culpabilité. Le gouvernement russe a tenté d'extrader leurs dissidents, mais le Royaume-Uni a refusé. Sacha Litvinenko n'était pas le seul à demander l'asile. Boris Berezovsky a quitté la Russie en octobre 2000 d'abord pour la France avant de s'installer en Grande-Bretagne, également sous le statut d'asile. Berezovsky avait utilisé sa chaîne de télévision Obchtchestvo Rossiyskogo Televideniya pour critiquer Poutine, ce qui a fait que, comme Litvinenko, il s'est retrouvé en exil politique. À Londres, Sacha, Marina et Anatoly ont créé une nouvelle fondation familiale. Ils savaient cependant qu'ils n'étaient pas hors de danger. En tant qu'ancien officier du service fédéral de sécurité lui-même, il savait jusqu'où l'appareil de sécurité russe pouvait aller, même au-delà des frontières internationales. Au lieu de se cacher derrière une nouvelle identité en Angleterre, il est passé à l'offensive. En 2001, il a coécrit un livre intitulé « Faire sauter la Russie » qui portait vraiment bien son nom. Le livre présentait des preuves de l'implication du service fédéral de sécurité dans les attentats à la bombe contre des immeubles en 1999, déclenchant la Seconde Guerre de Tchétchénie et catalysant l'ascension de Vladimir Poutine au pouvoir. Le livre révélateur a été immédiatement interdit en Russie, le Kremlin rejetant son contenu comme étant anti-russe et extrémiste. Lorsqu'il n'écrivait pas de livres chocs, il travaillait comme consultant privé en sécurité pour le Military Intelligence on the Brilliant 6 pour lequel il était payé un salaire mensuel de 2000 livres. Dans le cadre de cet arrangement, il conseillait également plusieurs autres agences européennes de maintien de l'ordre en Estonie, en Géorgie et en Espagne. Avec le temps, les positions politiques de Litvinenko se sont durcies. Ses critiques à l'égard de Poutine et du système gouvernemental russe se sont intensifiées, caractérisées par des accusations de plus en plus directes concernant la corruption et les violations des droits de l'homme. Il a également développé un plaidoyer fervent en faveur du mouvement indépendantiste tchétchène, une position particulièrement provocatrice pour Moscou. Litvinenko n'était pas le seul à avoir Poutine dans sa ligne de mire critique. Il a devenu un ami proche et un allié de la journaliste d'investigation Anna Politkovskaya. Sacha et Anna se sont rencontrés pour la première fois lors de la procédure d'extradition d'Akhmed Zakayev à Londres en 2003. Anna était la fille d'un haut diplomate russe et, comme Litvinenko, elle exprimait ouvertement ses critiques, en particulier concernant l'implication de la Russie en Tchétchénie. Bien qu'elle ait la nationalité américaine, elle a continué à travailler principalement depuis Moscou. En 2004, elle est tombée malade après avoir bu du thé pendant un vol. Elle s'est rétablie, mais soupçonnait une tentative d'empoisonnement. Puis au printemps 2006, lors d'une réunion à Londres, elle a dit à Litvinenko qu'elle craignait pour sa vie. Malgré ses supplications, Anna est retournée à Moscou une ultime fois. Le 7 octobre 2006, elle a été abattue devant son appartement à Moscou. Dévastée par la perte et ce qui était clairement un assassinat organisé, lors d'une cérémonie commémorative à Londres, le 13 octobre 2006, Litvinenko a publiquement attribué la responsabilité du meurtre à Vladimir Poutine. Le président russe, répondant indirectement à l'accusation, a attribué le meurtre à des opposants non identifiés cherchant à déstabiliser son gouvernement. Bien qu'il soit parfaitement conscient du danger, Sacha Litvinenko a poursuivi sans relâche sa quête pour faire tomber l'élite dirigeante russe. Sa principale cible d'enquête était Gazprom, le producteur russe de gaz, ainsi que d'autres géants russes appartenant à l'État. C'est dans sa quête de sources, lui permettant d'obtenir un regard d'initié sur ces entreprises, que son chemin a croisé celui d'une ancienne connaissance, Andrei Lougovoy. Les deux hommes se connaissaient depuis le milieu des années 90, Lougovoy travaillant lui aussi pour le KGB. En 2005, Lougovoy était un homme d'affaires prospère à Londres. Le 21 octobre de cette année-là, Litvinenko et Lougovoy se sont retrouvés pour dîner, où ils ont discuté de la manière dont ce dernier pourrait faciliter l'accès à ceux qui travaillent au sein des entreprises publiques russes.
En tant qu'ancien du KGB et personne en qui Litvinenko avait confiance, Lougovoy semblait être un contact précieux. Une autre rencontre a été organisée le 16 octobre 2006 dans les bureaux d'une société de sécurité britannique, RN6. Ce que Litvinenko ne savait pas, c'est que cette rencontre était un piège soigneusement orchestré. Ce jour-là, à l'aéroport de Gatwick à Londres, Andrei Lougovoy est arrivé accompagné de son ami et associé Dimitri Kovtun. Ils sont passés sans incident par la douane et la sécurité, puis se sont enregistrés à l'hôtel Best Western, sur Shaftesbury Avenue. Ils transportèrent avec eux une petite fiole contenant un poison mortel, le polonium 210. Découvert par Marie et Pierre Curie en 1898 et nommé d'après leur pays d'origine, la Pologne, le polonium 210 est un isotope hautement radioactif qui émet principalement des particules alpha. Celles-ci ne peuvent pas pénétrer la peau ou le papier, ce qui rend la détection de la substance possible uniquement avec un équipement hautement spécialisé. 250 000 fois plus toxique que le cyanure d'hydrogène, il suffit d'un microgramme pour tuer un adulte. Lorsqu'elle est ingérée, la substance délivre une dose létale ciblée de radiation aux organes internes, tout en laissant très peu de signes extérieurs. Cela la rend idéale pour une opération secrète destinée à envoyer un message clair. Ce jour-là, l'intention de Lougovoy et Kovtun était de verser quelques gouttes du poison incolore dans la boisson de Litvinenko. Leur rencontre a duré moins d'1 heure. Du thé a été servi, mais soit il n'a pas été bu, soit les assassins n'ont pas pu exécuter leur plan. Ils ont seulement réussi à contaminer leur chambre d'hôtel et la table à laquelle ils étaient assis avec Litvinenko et un autre homme d'Iran6. Les assassins ont dîné plus tard ce soir-là au restaurant Itsu Sushi à Piccadilly, laissant derrière eux une trace radioactive lorsqu'ils sont retournés à Moscou. Le 25 octobre, Lougovoy est revenu seul à Londres et a séjourné à l'hôtel Sheraton sur Park Lane. Il a de nouveau rencontré Litvinenko au bar Palm Court de l'hôtel, mais n'a encore une fois pas réussi à administrer le poison. Une serviette à main retrouvée coincée dans une goulotte au sous-sol de l'hôtel montrait un taux alarmant de 10 000 coups par seconde de radiation au polonium. Les assassins ont fait preuve d'une négligence remarquable avec ce qui était probablement le poison le plus cher du monde, et il ne fait aucun doute que ceux qui les ont envoyés n'ont pas été impressionnés. Cependant, ils allaient en bientôt revenir pour une dernière tentative fatidique. Le matin du 31 octobre 2006, Lougovoy a commencé sa journée en rendant visite au bureau de Boris Berezovsky, un homme qui faisait une confiance totale à Lougovoy. Lorsque Lougovoy est parti, il a laissé des traces de polonium 210 sur le canapé en cuir sur lequel il s'était assis. Ensuite, lui et Kovtun ont retrouvé Litvinenko plus tard dans la journée au bureau de RN6 à Mayfair. Ils étaient à nouveau venus armés du poison, mais la chance ou peut-être l'instinct de Litvinenko est intervenu. Une main maladroite, un verre bousculé, et le polonium a raté sa cible une fois de plus, éclaboussant à la place le tapis vert de la table. Par la suite de retour dans sa chambre d'hôtel, un Lougovoy frustré a renversé davantage du précieux poison sur le tiroir de sa salle de bain. Et puis vint le 1er novembre 2006, le jour qui graverait à jamais le nom de Litvinenko dans les annales de l'espionnage moderne et de la géopolitique. Ce matin-là, il a quitté son domicile à Muswell Hill vers 11h30, montant dans un bus londonien en direction du centre-ville. Vers l'heure du déjeuner, il a rencontré Mario Scaramella, un consultant en sécurité italien, au restaurant Itsu Sushi à Piccadilly. Scaramella a affirmé qu'il était en possession d'une liste de cibles d'assassinat qui comprenait leurs 2 noms. La conversation à voix basse des 2 hommes s'est terminée vers 15h. Vers 17h, Litvinenko est entré dans le Pine Bar de l'hôtel Millennium à Mayfair. Lougovoy et Kovtun attendaient déjà. Ils se sont assis à une table tranquille, discrètement installée au fond. Les boissons ont été commandées. Comme d'habitude, Litvinenko a choisi du thé vert. C'est à ce moment-là, le tintement de la porcelaine, le tourbillon du thé dans la théière, que le plan a réussi. Alors que Litvinenko sirotait, il fit remarquer que le thé avait un goût un peu étrange. Ce fut une remarque fugace. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que la théière contenait une dose de polonium 210 suffisamment grande pour tuer 100 hommes. Plus tard dans la soirée, sans se douter du poison qui circulait alors dans son organisme, Litvinenko rentra chez lui pour fêter avec sa femme Marina.
Cela faisait 6 ans qu'ils avaient fui la Russie de façon spectaculaire et quelques heures plus tôt, ils étaient devenus citoyens britanniques. Marina a cuisiné son mets favori. Ils ont trinqué à un nouveau départ. La célébration fut brève. En quelques heures, Litvinenko s'est mis à vomir violemment. Les symptômes sont apparus rapidement et violemment. Nausées, douleurs, sueur abondante. Il a tout de suite suspecté un empoisonnement. Pas une intoxication alimentaire, pas un virus gastrique, mais quelque chose de plus sombre et de délibéré. Le calvaire médical de Litvinenko allait durer les 3 semaines suivantes. Admis initialement à l'hôpital de Barnet le 3 novembre, son état s'est détérioré malgré une intervention médicale intensive. Le 17 novembre, il a été transféré à l'hôpital University College alors que ses symptômes s'aggravaient. Les spécialistes médicaux ont eu du mal à identifier la toxine spécifique responsable de son état. Ce n'est que dans les dernières heures de sa vie que des analyses spécialisées menées par l'établissement des armes atomiques ont révélé la présence de polonium-210 dans son organisme, moment où les radiations avaient déjà causé des dommages irréversibles à ses organes vitaux. Même si cela avait été détecté plus tôt, il n'y avait probablement pas grand-chose à faire pour le sauver. Entre le 18 et le 20 novembre, alors qu'il luttait pour sa vie, Litvinenko a accordé des entretiens à Scotland Yard. Il a nommé Scaramella, Lougovoy et Kovtun comme empoisonneurs potentiels, mais Scaramella a rapidement été écarté. Il est devenu évident que le service fédéral de sécurité russe, et peut-être même Poutine lui-même, étaient derrière l'empoisonnement. Le 21 novembre, alors qu'il était sur son lit de mort en soins intensifs, il a dicté une déclaration avec l'aide de son avocat Georges Menzies. Dans celle-ci, il a expressément accusé le président russe Vladimir Poutine d'avoir ordonné son assassinat, un dernier acte de défi qui a fait en sorte que sa mort ait une signification politique dépassant la tragédie personnelle. Sa déclaration disait en partie « Vous réussirez peut-être à faire taire un homme, mais le hurlement de protestation du monde entier résonnera, Monsieur Poutine, dans vos oreilles, pour le reste de votre vie. » Alexandre Sacha Litvinenko est ensuite décédé à 20h51 le 23 novembre 2006, sa 3e crise cardiaque étant l'aboutissement final du syndrome d'irradiation aiguë. Ses funérailles ont eu lieu le 8 décembre 2006 au cimetière de Highgate à Londres. Son corps a dû être placé dans un cercueil spécial scellé fourni par l'Agence de protection de la santé en raison de la radioactivité. La maison familiale a été mise sous scellé en raison d'une contamination radioactive et Scotland Yard a affecté 2 agents à Marina et Anatoly pour leur protection. La trace de radiation laissée par les tueurs Lougovoy et Kovtun finirait par ramener les enquêteurs à Moscou, mais la justice resterait insaisissable. Ce n'était pas simplement un assassinat, c'était un message écrit en radiation à travers les rues de Londres. En utilisant un isotope radioactif exceptionnellement rare, le polonium-210 est un outil d'assassinat presque parfait. Mais une fois détecté, il indique clairement une opération commanditée par un État. Le cercle des auteurs potentiels du crime s'est immédiatement réduit aux acteurs étatiques, disposant de capacités nucléaires avancées. L'enquête qui a suivi a transformé certaines parties de Londres en scène de crime nucléaire. Les autorités britanniques ont rapidement retrouvé des traces microscopiques de la substance radioactive, reconstituant non seulement l'assassinat, mais aussi tous les déplacements des auteurs. Des bureaux d'Irancis au bar à sushi Itsu, en passant par différentes chambres d'hôtel et au-delà, partout où Lougovoy et Kovtun sont allés, ils ont laissé derrière eux des traces de radiation alpha. Lorsque les procureurs britanniques ont inculpé Lougovoy et Kovtun de meurtre en 2007, la réaction du gouvernement russe a été révélatrice. Ils ont refusé l'extradition pour des raisons constitutionnelles. Lougovoy a été élevé à la Douma d'État russe en tant que membre du Parti libéral-démocrate, lui accordant l'immunité parlementaire et signalant une protection institutionnelle au plus haut niveau. En 2023, Lougovoy a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate. Peut-être que sa manipulation maladroite de la substance radioactive lors de sa mission meurtrière l'a finalement rattrapé. Kovtun a également affirmé avoir été empoisonné lors de son voyage à Londres, mais il s'est d'une manière ou d'une autre remarquablement rétabli. Lui non plus n'a jamais affronté ses accusateurs et est largement tombé dans l'oubli après les événements de 2006. Il aurait été rapporté qu'il est décédé de complications liées au Covid à Moscou en 2022.
L'enquête publique réclamée par la veuve de Sacha, Marina, mais longtemps retardée jusqu'en 2015 en raison de nombreux obstacles politiques et judiciaires, a été présidée par Sir Robert Owen. Il a rendu des conclusions remarquablement précises. Au-delà de tout doute raisonnable, l'enquête a déterminé que Litvinenko avait été empoisonné avec l'approbation explicite de l'État russe, des preuves suggérant l'implication directe du directeur du service fédéral de sécurité Nikolaï Patrouchev, et probablement du président Vladimir Poutine lui-même. L'élimination de Litvinenko était motivée par bien plus que le simple fait de faire taire un critique. Ces accusations publiques concernant l'implication du service fédéral de sécurité dans les attentats contre des immeubles, ces allégations de collusion entre les services de sécurité et le crime organisé, ainsi que son plaidoyer en faveur de l'indépendance tchétchène, l'avaient emplacé comme une menace importante pour le récit soigneusement construit de l'État russe. La réaction de la Russie face à l'assassinat et aux accusations de son implication a été en grande partie le déni, la contre-accusation et l'obstruction. Ils ont déclaré que le polonium-210 était un poison bien trop voyant à utiliser, soutenant que l'assassinat était un complot orchestré par les services de renseignement britanniques. Toujours installée à Londres, Marina Litvinenko est restée une voix active contre le régime de Vladimir Poutine, plaidant pour la justice et la responsabilité politique. Le confident et bienfaiteur de longue date de Sacha, Boris Berezovsky, est décédé à son domicile de Londres en 2013. Une autopsie a confirmé que la cause de sa mort était la pendaison. Qu'il se soit donné la mort ou qu'il s'agisse d'un acte criminel reste un mystère. L'histoire d'Alexandre Litvinenko est à la fois profondément personnelle et éminemment géopolitique, une vie commencée dans les dernières années de l'Empire soviétique et qui s'est terminée par un acte qui allait tendre les relations internationales pendant des années. Comprendre Litvinenko, c'est comprendre la Russie qu'il a à la fois créée et détruite.